ami de Versailles. Je croyais que c'était au château qui projetait le film, mais c'est un château ici. En tout cas, merci d'être là dans ce très beau temps. Et j'espère que ça vous a un petit peu plu. Voilà, c'est ça. Magnifique, c'est le phishing là. Ça vous a plu? Voilà, je suis content, je m'en vais. Juste avant d'entrer dans la salle, enfin, à la fin de projection, vous m'avez dit je suis un peu comme la Gordini en fin de course. Ça m'inquiète parce qu'elle finit sur le toit quand même. Quasiment sur le toit, je suis tombé de scooter hier. Non, mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur ce film et beaucoup de temps pour le présenter parce que je suis toujours un petit peu anxieux. Et vous savez, quand on fait un film, on a le nez dans le cambouis comme ça, on fabrique un prototype, on ne sait jamais s'il va bien se passer, si ça va bien se dérouler, si ça va plaire aux gens, si le mélange, parce que c'était quand même pas gagné, j'avais un peu les jetons sur ce sujet. Bon, j'ai toujours pris un peu des sujets à la con comme ça, où il faut ramer un peu pour amener le rire, mais je crois que en fait le rire donne de la légèreté au drame, et le drame aussi, ça allège ça donne du poids au rire plutôt. Donc ce mélange comme ça, c'est compliqué. Puis j'ai beaucoup écouté les salles, et que ce soit ici, en Bretagne, où malgré la pluie, ils ont aimé le film. Dans le sud, partout, donc je suis content. Pour l'instant, je suis content de mon petit film. Maintenant, est-ce que les gens vont venir? Déjà, les êtes venus, c'est formidable. Mais c'est toujours l'inquiétude, vous savez, le rendez-vous du mercredi, c'est un peu comme un rendez-vous d'amour, on se bichonne, on dit ça, puis des fois, elle ne vient pas. Donc là, je suis content que vous soyez venus. Merci d'être venus à ce rendez-vous. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Je peux vous faire passer le micro. J'arrive tout de suite. Bonjour Gérard. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir d'aussi près. C'est impressionnant. Non, pas comme ça, en fait, on vous imagine plus gros. Gros? Non, plus grand simplement. Non, c'est un vrai bonheur. Vous êtes un mythe pour tout le monde ici, je pense. Pourquoi Audica? C'est un placement de produit. Et c'est vrai que, justement, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit qu'à chaque fois que je regardais la télé, il y avait ou des horreurs ou Audica, et comme ça ne marche pas plus. Donc, non, je dis simplement Audica, vous êtes jeune, vous écoutez sans de la musique, vous aurez bien besoin d'Audica. Bonsoir, merci d'être venu. Ouais, c'est pas là. C'est pas à côté. Hein. Arrive de Montmartre, c'est loin. Vous êtes génial en tant que réalisateur et aussi en tant qu'acteur. Et j'ai vu dans une ça c'est bon. Ça. Non mais je le pense, parce que j'ai vu beaucoup de vos films et j'adore autant dans Papy fait la résistance que dans Les Bronzés, enfin toute votre carrière, c'est vraiment génial. J'ai vu dans une interview tout à l'heure que vous aviez mis du temps avant de faire ce film-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire maintenant? Et j'aime beaucoup la scène aussi avec votre fils quand vous le faites s'envoler. Je l'élève. Non, oui, j'avais un petit peu de... Oui, j'avais des... Bon, j'ai fait un film il y a 8 ans, 9 ans. J'ai pas rencontré un franc succès pour te dire, c'est une grosse tôle. Mais j'aimais bien ce film, mais bon, le film historique s'appelait Rose et Noir. Et peut-être qu'un jour, j'ai eu le même souci avec son père et son proche, et maintenant il fait des beaux soirs de la TNT, donc peut-être que je suis là, peut-être que dans 50 ans. Donc oui, j'ai écrit des sujets, et puis il fallait repartir avec quelque chose vraiment de sincère, de fort. Et c'est beaucoup le producteur Romain Rochemain qui avait produit beaucoup de films chez UGC, qui voulait vraiment faire un film avec moi, et je lui parle de sujets bien formidables. Non, t'as produit que des films pour enfants, des comédies familiales. Non, le thème de l'adoption, ça me touche. Le pitch lui avait plu, mais puis oui, mais je suis emmerdé parce que je veux pas plomber les gens. C'est quand même c'est un peu dur. Ça commence par un truc un peu fort. Et donc tout le travail avec les scénaristes, ça a été de... On a commencé par faire un premier sujet un peu plus... Pas une version un peu trop dure, un peu trop noire, et puis après on a essayé d'ensoleiller, de balancer beaucoup de légèreté, quoi, pour justement faire oublier, parce que je crois que la comédie, c'est à ça que ça sert à effacer le drame, en tout cas à le surmonter ou à le dépasser. C'est des essuie-glaces, hein.
ça permet d'avancer, quoi. Donc, je pense qu'on a mis du temps à trouver ça et je suis bien content. Puis j'ai aussi la chance de rencontrer François Lebloc, le jeune acteur, qui est absolument formidable. Je voulais même appeler le film Meilleur espoir masculin. Et puis bon, je me dis quand même, moi aussi je joue dedans. Alors je pouvais mettre 2 espoirs, c'est 2 meilleurs espoirs, enfin bon. Et je vote pour moi au César, toujours pour meilleur espoir pour moi. Je vote pour moi, ça me fait rire. Non mais François, c'est vraiment un super acteur que les gens ne connaissent pas bien et je suis sûr que, enfin, j'espère qu'il fera la carrière de Bérénice Bejo et qu'il va être. Là, il est vraiment en lumière, il est absolument formidable. Et en plus, c'est un môme absolument adorable. Il a fait beaucoup de théâtre. Là, il est en ce moment au théâtre. Il joue Dostoïevski. Il joue les frères Karamazov. La même partition, mais vraiment, c'est une grande chance, quoi. Puis j'ai été heureux aussi de pouvoir ramener Isabelle Mergo au cinéma. Elle ne voulait pas tourner parce que là, je ne sais pas, elle ne veut pas tourner la caméra, elle se trouvait pas bonne actrice. Et puis là, elle dit partout qu'elle est très heureuse, et moi aussi d'ailleurs. Et je voulais lui donner un rôle un peu différent de ce qu'elle fait d'habitude, un truc plus sensible, plus sur elle, ce qu'elle est, parce que c'est une fille vraiment une belle personne. Donc voilà. Il y a un acteur que j'adore, c'est, enfin je les aime tous, hein, mais c'est Jérémy Lopez qui fait la tête à claque, le vendeur, enfin le patron du garage, qui a composé une tête de mort vraiment avec beaucoup de plaisir. Et parallèlement, il jouait Roméo au français, quoi. Donc c'est vraiment un grand écart dramatique. Je trouve ça épatant, quoi. Et puis Gaillavet, ce qu'on ne connaît pas bien, mais qui a une espèce de lumière comme ça. Et pour la petite histoire, je voulais opposer le sud avec le Méditerranée, le soleil, les cigales, le Mistral, à un truc un peu plus océanique, avec un peu plus d'eau. Et il n'a pas plu pendant 4 semaines. Il n'a pas eu un jour de plus et grand soleil comme aujourd'hui, sauf le dimanche quand on voulait se promener, bien sûr, là il pleuvait, mais sinon, toute la pluie qui est dans le film, c'est de la pluie c'est des pompiers ou de la pluie numérique qu'on rajoute. Et dans le sud, il n'y avait pas non plus de vent, donc on a mis des ULM, enfin bon. C'est le cinéma, je dirais. Le cinéma, c'est toujours bizarre. C'est Truffaut qui disait une chose belle, il disait le cinéma, c'est comme traverser l'ouest des États-Unis à l'époque des cow-boys. On ne sait jamais quand les Indiens vont attaquer. C'est vrai qu'on ne sait jamais quel est le truc qui va retomber dessus. Et bien là, il n'y a pas eu d'Indiens, donc c'était vraiment très heureux. J'espère qu'on va pas être là à la sortie. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre réaction? Ah ça, ça c'est une casse des crabes, c'est bien ou pas? Le restaurant, on casse les crabes. Ouais. Oui, ça n'existe pas autant comme ça, mais ça existe. En fait, si, moi j'en avais vu un au Portugal, il y avait une énorme salle comme ça, et il y avait longtemps que j'avais vu ça quand je faisais l'opéra là-bas, et je me dis, tiens, ce serait marrant d'imaginer une scène intime dans une forge comme ça. Et ça existe à Brest et à Lorient, et je crois qu'à Paris, il y en a aussi, ça s'appelle le crabe marteau. Et malheureusement, les tourteaux ont été maltraités. Ils étaient morts, hein, mais... Combien de prises sur les photos? Je peux pas vous dire, mais il faut pas y aller habillé en Chanel. Hein. Et à la fin de la journée, ça sentait un petit peu le crabe. Oui, c'était... En plus, il y avait des tas d'effets spéciaux que j'avais mis au point parce que je voulais qu'il y ait plein de trucs qui giclent partout. Donc, il y avait des trucs avec de l'air comprimé qui partait, qui balançait du furie, qui marquait. Et ça marchait pas très bien, donc on a fini par balancer. On a fait la parisienne à la main. Voilà. Alors moi, je suis bretonne. Oui. Et j'ai pas C'est votre droit. Et il fait toujours beau en Bretagne. Mais oui. Mais il fait beau sinon. Il y a un proverbe qui dit il ne pleut que sur les cons. C'est ça. En fait, j'ai pas reconnu l'endroit où vous réfléchissez. C'est à côté, c'est à Saint-Jacques. C'est à côté de Saint-Briac. On a tourné à Saint-Suyac, près de Saint-Malo. Et on a rayonné autour une fois qu'on a trouvé cet endroit. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est à 15 km de là où j'avais tourné Meilleur espoir féminin à Cancale. Et donc on a trouvé cet endroit tout autour, comme la maison des fées, ça c'est dans la forêt de Précy. Et voilà,
franchement, on était bien heureux. Et dans le Var, c'était à Hyères et à Dour. Le village, c'est à Saint-Suillac, près de Saint-Malo. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ça n'a pas été le cas de tout le monde ces derniers temps. Et les gens qui devaient venir, ils ne sont pas venus. Oui. Au dernier moment. Et bravo d'abord pour ce que vous êtes, pour toute votre carrière et pour ce film qui est vraiment magnifique. Je voulais surtout dire que c'était super, quoi. Très drôle, très émouvant. Voilà. Ah, merci bien. Bien fait de venir, oui. Bonsoir. Je voudrais savoir si vous avez tourné des scènes qui n'ont pas été reprises au montage final, par exemple, ou si votre manière de filmer est différente, si vous préférez éliminer au scénario au départ, par exemple. On n'a pratiquement pas coupé de scènes dans le film. Moi, j'aime pas tourner des trucs qu'on coupe après. Je coupe beaucoup à l'intérieur des scènes, des répliques, pour donner du rythme. Je découpe beaucoup pour ça. Mais non, je préfère, bon, c'est pas mon argent, mais je trouve que c'est plus facile de prendre un scénario, de dire ouais, non, ça sert à rien, de déchirer une page, que de déchirer 2 jours de tournage qui coûtent une fortune et surtout qui te demande de l'investissement. Je trouve ça triste. Alors on les met dans les bonus, bien sûr, enfin, si c'est dans les bonus, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit là, quoi. Mais c'est vrai qu'après, il faut essayer de couper. Il y a des choses que j'aimais, des répliques. Moi, j'avais beaucoup de répliques drôles que je faisais moi, que j'ai coupées, parce que c'était pas moi de les dire, il fallait que ce soit plus lui qui me tape. Donc il faut faire ce qu'on appelle, les Américains ils appellent ça cut your darling. C'est-à-dire qu'il faut couper tout ce qu'on aime trop. Enfin, puis aussi, c'est ça que les monteuses, j'avais une très bonne monteuse, là j'ai changé, mais elle était très bien. Je ne veux pas qu'elle soit sur le tournage, parce que parfois on galère, parce qu'il pleut, parce qu'on n'arrive pas à scène, puis on arrive finalement à la mettre dans la boîte, à faire beaucoup d'efforts, c'est compliqué. Mais elle, sur sa table de montage, elle voit c'est bien, c'est pas bien. Elle s'en fout qu'on ait passé 10 heures pour faire venir l'âne après de la voiture qui ne voulait pas venir. On a mis la licorne aussi, c'était compliqué. Il est tombé 3-4 fois parce que c'est pas évident. Bon, il y avait quelqu'un qui dit tiens, on l'a effacé, mais il y a plein de choses qu'on efface maintenant au numérique. Mais c'est vrai que l'âne, c'est un animal très intelligent, l'âne, bizarrement. Non, c'est vrai. Le cheval, c'est beaucoup plus bête, il obéit à l'homme. Alors que l'âne, il n'obéit pas du tout. Donc on a tout mis, on a mis du sel, on a mis du miel, on léchait le truc. Enfin, puis en plus, moi j'étais là, parce que je jouais, donc j'étais là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est là, il est moteur. Des heures, et puis on y arrive. Donc ça, on prend le petit moment qui est. Pour ça même que quand je m'en vais, que j'engueule l'âne, je l'ai resynchronisé plus doucement, parce qu'il n'y a pas de raison d'être aussi méchant que ça, mais là, c'était le metteur en scène qui était... C'est un film très agréable, et j'avais juste envie de dire qu'il y a un moment hyper émouvant où les larmes sont montées. Donc félicitations pour tout le film qui est très agréable, et puis ce moment d'émotion. Oui, merci. Il y a 2 moments qu'on a eu nous en jouant, quand on écoute la cassette. C'était un truc, ça c'est facile à jouer, parce que c'est vraiment très fort. Bonsoir. Oui. Excusez-moi, je parlais avec madame. Émotion, voilà. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, pour qu'on se rende compte, c'est quand vous dites une journée de tournage, ça coûte très cher. C'est quoi en fait? C'est bon, ça va pas mal. Je ne pourrais pas vous dire, mais il y a 40 personnes qui travaillent, qui sont payées relativement bien. Plus, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a les décors, il y a le matériel qu'on loue, il y a les fréments, les hôtels, enfin, tout un, les cantines, tout ça. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas vous dire exactement ce que ça va coûter. Je pense que ça va coûter entre... je ne sais pas, je dis les conneries. Mais sinon, tu demandes quelqu'un, par exemple... En gros, 100 000 € par jour. Non, mais si par exemple quelqu'un, un acteur ne pouvait pas venir, ou je sais pas, il y a des conséquences après. Ah oui, là, c'est surtout ça, voilà. Oui, c'est très grave ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a des assurances qui... C'est là-dessus que je... Mais si les acteurs ne sont pas là, s'ils sont bourrés, ça coûte très cher. Mais je sais pas, hein.
film comme ça, le budget du film, il doit être aux alentours de 6... de fabrication 6 millions d'euros, quoi. Donc c'est beaucoup d'argent, quoi. Mais on tourne... Si vous voulez, on tourne... Par exemple, on tourne en gros 2 minutes utiles par jour. C'est-à-dire qu'en 8 heures, on fabrique 2 minutes de film. Donc c'est par exemple la scène, là, je leur ai mon fils, là, il y a une scène, là, quand il arrive, il part, l'effet spécial, ça fait une journée, quoi. Et avec des mecs qui étaient venus à répéter avec la grue, et ça, répéter avec mon fiston, je voulais quand même pas que ce soit qu'on arrive comme dans le film, quoi. Donc je fais attention. Mais ça, c'est des journées très chères. Puis, il y a des journées à l'intérieur où c'est juste du dialogue, ça coûte moins cher, et on peut faire plus de minutage utile, on peut faire 3-4 minutes là. Et il y a des fois où on tourne des fois 30 secondes, parce que c'est très compliqué à faire. Enfin, on tourne plus, mais comme on monte, on coupe pour créer du rythme, on arrive en gros 2 minutes, quoi. C'est un film, ça fait quoi, 40 jours, 2 minutes, il faut 2 minutes et demie, voilà. Pas très bon en maths. Bonsoir Gérard Jugnot. Oui, c'est moi. Je suis intimidée de vous voir en vrai, comme vous dites. Mais moi aussi, vous savez. Je voulais vous féliciter pour ce film que j'ai trouvé admirable. J'ai suivi tous vos films et j'aime particulièrement, je dirais, un autre genre, Les choristes, Une époque formidable, et je trouve que celui-ci, pour moi, est un peu de ce genre-là. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant du don d'organes, que les gens ont du mal à mettre ça en place, et je trouve qu'après avoir vu ce film, on a envie de le faire. Écoutez, c'est déjà quelque chose de très beau. C'est bien, parce que bon, je ne fais pas un film sur le don d'organes, bien sûr, mais le fait d'en parler légèrement, ça peut peut-être déclencher un débat, comme quand j'avais fait M. Batignolles, le film était projeté dans les écoles, et la fiction permettait d'ouvrir le débat et de discuter que même les petits-enfants pouvaient comprendre plus facilement. Mais ce qui m'a intéressé, moi, dans le scénario, c'était le cœur. Voilà, oui. Parce que c'est vrai que si je courais après un poumon, un foie, ou une paire de testicules, c'était moi. Mais le cœur, il y a quelque chose d'assez étrange. Le cœur, c'est là où on met tout le sentiment. Alors que ce n'est qu'un mot. On envoie des petits smileys avec les cœurs, il y a des tas d'expressions avec le cœur. C'est l'amour, le cœur. Alors que l'amour, c'est dans le cerveau, plus bas même parfois. Et donc, dans ma tête de scénariste ou d'homme, je me dis, tiens, est-ce que si on prend le cœur, qui est le sentiment, qui est l'amour, dans le corps de quelqu'un, qu'on met dans le corps d'un autre, est-ce que cet amour va suivre? Ce qui est totalement fantasmé. Et d'abord, pourquoi pas? Parce que l'âme va suivre. Oui, les médecins pensent que... Les médecins vous disent que non, mais ils vous disent aussi que ça arrive. C'est vrai que c'est pour ça que c'est interdit, ils ne donnent pas, c'est très compliqué de retrouver le receveur et le donneur, c'est pas conseillé, mais j'ai fait l'autre fois une projection avec Patrick Pelou qui me disait non, ça arrive, c'est possible, on se donne un peu de mal de le retrouver, et nous, médecins, on laisse faire, on ne dit rien, on n'est pas pour ni contre, mais parfois c'est bien, et puis parfois parce que lui en gros dit qu'il n'y a que de l'amour et que de la... Sauf, et ce qui m'intéressait, c'était que mon personnage voit que ce cœur n'était pas entre de bonnes mains, quoi, si je peux me permettre l'expression, et qu'il tombe sur un petit con que je vais essayer qui va s'améliorer et qui va m'améliorer aussi. C'est ça aussi que je trouve très, très intéressant dans ce merveilleux film. Dans ce film aussi, on voit qu'on a envie de vivre, vite, etc. Donc je voudrais savoir, c'est vous qui conduisez dans le film? En partie. Je pense que si j'avais vraiment conduit la Gordy, je ne serais pas là pour vous parler. J'aurais peut-être donné mon cœur. Non, il faut un cascadeur, c'est une voiture extrêmement dangereuse, très rigolote, très emblématique, elle a beaucoup de charme, mais je crois qu'on met un sac de sable à l'avant, sinon elle décolle. Enfin, c'est vraiment une voiture qui date des années 70, donc c'est la voiture de Will. Merci beaucoup. Merci. La question que je voulais vous poser, c'est dans vos films, en fait, que vous réalisez, vous jouez tout le temps. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'est parce que vous pensez que personne d'autre... vous écrivez pour vous au départ, ou est-ce que c'est parce que vous ne trouvez pas, finalement, au final, la personne qui peut interpréter? Parce que... Personne n'a assez de talent pour...
Très franchement, moi, au départ, je voulais être metteur en scène. Et puis, j'ai fait un peu acteur par accident. J'ai réalisé des films quand j'avais 12 ans. D'ailleurs, je raconte ça dans un bouquin que j'ai écrit, là, qui est paru il y a quelques mois chez Grasset, qui s'appelle Une époque formidable. Chez Grasset, 18 €. Désolé, j'avais pas vu le livre. Tout est dit dedans. Voilà. Non, mais sérieusement, oui, moi je voulais faire des films et j'ai fait l'acteur un peu par accident, pas un peu par cabotinage, je suis mes potes, surtout Michel Blanc. Et puis quand on a commencé à écrire, mais à mettre en scène des trucs, et puis j'ai eu l'occasion de faire Pinot et un seul de faire l'acteur, mais je pense que quand on m'a proposé Pinot, c'était beaucoup le rôle. Et le producteur n'avait rien à foutre que je le fasse ou que je le fasse pas. Lui, ce qui l'importait, c'était que ce soit moi qui joue dedans. Et donc, mais ça m'a beaucoup passionné de faire ça, la mise en scène. J'en ai fait 11. J'ai fait beaucoup de pubs aussi comme réalisateur. Et donc, c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs qui auraient pu être aussi bien aussi, mais j'écris pas des films pour jouer dedans. Enfin, je m'écris pas des rôles. J'écris des films et puis il se trouve que il faut qu'il y ait un rôle parce que c'est autour de ce personnage que j'organise la mise en scène. Et puis je trouve que c'est agréable de jouer aussi. Donc je me considère toujours, je l'ai dit 1000 fois, mais comme un capitaine d'une équipe de foot qui joue avec son équipe, qui prend sa part de plaisir de jouer et aussi qui dirige, qui manage. D'ailleurs c'est drôle parce que quand on préparait le film, c'était la Coupe d'Europe, et puis il y avait beaucoup de gens dans l'équipe qui étaient fous de foot et ils m'ont surnommé coach. Et donc à chaque fois c'était coach, qu'est-ce qu'on fait, coach, quand est-ce qu'on tourne? Et je trouve que c'est plutôt un joli mot, le coach, parce que c'est vrai qu'un film ça se fait à beaucoup. Et on a après l'outrecuidance de mettre un film d'eux, mais ça se fait, vous avez vu le générique, c'est 200 ou 300 personnes qui travaillent sur un film. Donc ouais, voilà, donc c'est vrai qu'en plus, pour diriger, je trouve qu'on gagne du temps, parce qu'on est plus au contact, on n'a pas à se déplacer, à dire coupe, on est tout de suite là, donc enfin, en tout cas, moi j'aime ça. Puis voilà, c'est comme ça, un peu, voilà. C'est... Et tant mieux. Vous êtes notre oublié, un peu prétentieux, mais c'est gentil, c'est gentil. Oui, pas tout ça. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai que c'est beaucoup ça dans la comédie. Il y a beaucoup d'acteurs de comédie qui ont mis en scène, leur film en scène, comme Thierry Lewis, Peter Sellers, Pierre Etex, Robert Derry, Jacques Tati, Pierre Richard. Un prochain film? Pardon. Est-ce que j'ai un nouveau film comme metteur en scène? Écoutez, moi je suis un peu comme une femme enceinte à 9 mois. Est-ce que vous dites ça à une femme qui a 9 mois, t'en veux d'autres des enfants? Je pense que laissez-moi pondre. Et à ce propos, si ça vous a plu, vous en parlez beaucoup autour de vous. Si ça vous a pas plu, vous fermez votre gueule. Voilà. Bon.